Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de réviser comment on étudie les marches aléatoires à l'aide des matrices. L'intérêt ici, c'est de revoir toutes les questions classiques sur le sujet pour bien réviser. Pour cette vidéo, pas de rappel particulier, appuyez sur pause, cherchez bien l'exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc dans un premier temps, quand vous avez une marche aléatoire et que vous avez ici une situation qui est décrite avec un texte, on peut faire ce qu'on appelle un graphe probabiliste pour résumer la situation. Ici, on vous dit qu'on va se promener sur les trois sommets d'un triangle ABC. Donc ici, je symbolise les trois sommets et la première chose à faire, c'est de préciser les probabilités de passer d'un sommet à l'autre et ça, c'est expliqué dans le texte qui est ici. On vous dit qu'on va tirer un jeton au hasard parmi 3 rouges, 4 verts et 18 blancs. Donc déjà, première chose, ça fait 25 jetons en tout. Lorsqu'on est en A, si le jeton tiré est rouge, le pion va en B. Donc il y a 3 jetons rouges, donc la probabilité de passer de A à B, elle est de 3 sur 25, puisqu'ici on suppose que tous les jetons ont la même probabilité d'être tirés. Si le jeton tiré est vert, on va aller en C. Le jeton est vert avec une probabilité de 4 sur 25, donc je passe de A à C avec une probabilité de 4 sur 25. Si le jeton est blanc, on va rester en A, donc on va rester en A avec une probabilité de 18 sur 25. Alors si vous n'avez pas fait ce petit graphe probabiliste, je vous propose d'appuyer sur pause, de compléter ici les arêtes avec les deux dernières phrases. Et donc voici le graphe complété avec toutes les probabilités. Ensuite, on vous dit pour tout antinaturel n, on va noter AN, BN et CN, les probabilités que le pion soit en A, en B et en C. Et on va mettre tout ça dans une matrice ligne. La matrice ligne ici, elle s'appelle la matrice d'état probabiliste. Alors on peut donner les premières valeurs de la suite ici de matrice Xn, X0. Qu'est-ce que c'est? Au départ, on vous dit le pion il est en A. Donc on est sûr que le pion il est en A. Avec une probabilité 1, il est en A. Et donc on est sûr qu'il n'est ni en B, ni en C. Et puis qu'est-ce qui se passe après une étape? On va tirer un jeton donc au hasard. Comme on est en A, avec une probabilité de 3 sur 25, on va se retrouver en B. Avec une probabilité de 18 sur 25, on va rester en A, et avec une probabilité donc de 4 sur 25, on va aller en C. Et donc voilà la matrice X1. Et donc l'objectif de ce problème, c'est de calculer X2, X3, etc. Mais le problème, c'est que ça va être de plus en plus difficile, donc on va utiliser les matrices pour compléter cette suite de matrices. Donc première question, on va essayer de déterminer la matrice T qui nous permet de passer de Xn à Xn plus 1. C'est-à-dire on va essayer de trouver une matrice qui nous permet à chaque fois d'obtenir la matrice d'état suivante, en multipliant donc par cette matrice. Cette matrice T, on l'appelle sur les marches aléatoires la matrice de transition. Alors la première question à se poser, c'est quel est le format de la matrice T? Si on lit la deuxième question, on admet que T est égal à ceci, et là vous voyez des matrices 3, 3. Donc on se doute que la matrice T, c'est une matrice 3, 3. Mais il faut être capable de le retrouver sans la suite du texte. Alors regardez, la matrice ici, Xn plus 1, donc c'est la matrice ligne, elle a quel format? Une ligne, 3 colonnes. Donc la matrice Xn, c'est aussi une ligne, 3 colonnes. Donc vous ne pouvez multiplier une matrice, une ligne, 3 colonnes qu'avec une matrice qui a, elle aussi, 3 lignes. Le nombre de colonnes et le nombre de lignes doivent être identiques. Sinon, la multiplication, elle n'est pas possible. Et pour obtenir le format du résultat, on va regarder le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième. Donc là, le format à la fin, c'est 1, 3. Forcément, ici, on a le 1, c'est bon. Donc là, je suis obligé d'avoir 3. Donc le format de ma matrice T, c'est une matrice 3, 3. Alors maintenant, comment trouver T? Alors vous allez me dire, c'est pas difficile, il suffit de regarder. On nous la donne à la question suivante. On vous donne P, on vous donne D, et on vous dit P, D fois l'inverse de P, ça donne la matrice T. Donc si vous faites le calcul à la calculatrice, vous allez obtenir T. Mais le but du jeu ici, c'est de déterminer à la première question cette matrice T sans regarder la suite. Alors, comme on veut passer des coefficients AN, BN, CN aux coefficients AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, on va traduire ici notre graphe en un arbre probabiliste pour comprendre comment est-ce qu'on passe des coefficients au rang N aux coefficients au rang N plus 1. Donc après N étapes, soit je me retrouve sur le sommet A, soit sur le sommet B, soit sur le sommet C avec les probabilités donc AN, BN et CN. Et je vais regarder ce qui se passe
le coup d'après. Et bien, une fois que je suis sur le sommet A, le coup d'après, eh bien, on regarde notre graphe, on a 18 chances sur 25, je l'ai mis en écriture décimale, on a une probabilité de 0,72 de rester sur A, on a également une probabilité ensuite d'aller sur B de 12%, 0,12, et on a une proba d'aller sur C de 4 sur 25, 0,16. J'ai complété de même les autres branches et on peut vérifier évidemment qu'à chaque fois la somme ici des trois probabilités ça fait bien 1. Et maintenant je vais m'intéresser à la probabilité n plus 1, c'est-à-dire la proba d'être sur le sommet A après n plus 1 étape. Alors comment faire? Quand je regarde mon arbre, je m'aperçois que j'ai trois possibilités différentes pour être sur le sommet A après n plus 1 étape. Soit je passe par ce chemin-là, je viens de A, soit je passe par ce chemin-là, je venais de B, soit je passe par ce chemin-là, je venais de C. Et donc on va cumuler les trois probabilités ici d'emprunter ces chemins. C'est le théorème des probabilités totales. Pour obtenir la probabilité de passer par ce chemin, je vais multiplier AN par 0,72, ça va me faire 0,72 AN, et ensuite je vais cumuler avec la proba de passer par ce chemin, BN fois 0,12 et enfin la proba de venir ici par ce chemin, donc c'est Cn fois 0,12. Et on fait la même chose pour trouver Bn plus 1 et Cn plus 1. Donc encore une fois, n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous n'avez pas trouvé et compléter ces deux lignes. Donc voilà ce qu'on obtient et tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est traduire ce système par une égalité de matrice de la forme xn plus 1 égale xn fois t. Donc j'ai ma matrice xn ici, je dois multiplier à droite xn par une matrice t de format donc 3, 3, je l'ai dessinée ici, et je dois obtenir xn plus 1, c'est-à-dire la matrice ligne an plus 1, bn plus 1, cn plus 1. Donc comment compléter ici les coefficients? Eh bien pour avoir an plus 1 ici, on va multiplier cette ligne par cette colonne. Donc ce coefficient va être multiplié par an, celui-ci par bn, celui-ci par cn, on additionne tout ça, on doit trouver an plus 1. Il suffit de regarder la première ligne qu'on a écrite. Combien de fois on a an? 0,72. Donc là, il faut mettre 0,72. Combien de fois bn? 0,12. Donc le deuxième coefficient ici, 0,12. Et enfin, combien de fois cn? 0,12 également. Comme tout à l'heure, si vous ne l'aviez pas fait, essayez de compléter les deux dernières colonnes. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, une remarque avant de passer à la question suivante. Ici, on a commencé par traduire le texte par un graphe. On a fait notre arbre probabiliste, appliqué la formule des probas totales pour obtenir un système ici de relations qu'on a traduit matriciellement pour obtenir finalement la matrice de transition. En fait, cette matrice de transition va toujours être construite de la même façon et vous pouvez l'obtenir dès que vous avez ici le graphe. Alors, comment faire? Eh bien, regardez ici, on a l'état A, B et C. Et même chose ici, A, B et C. Et pour compléter par exemple la première ligne, on va tout simplement écrire la probabilité de passer du sommet A au sommet A, c'est 0,72. Ce coefficient, ça correspond à la proba de passer du sommet A au sommet B. On l'a vu ici, c'était 0,12. Même chose ici pour le dernier, ça correspond à la proba de passer de A à C, et ça c'était 16%. Et en fait, votre matrice, elle se complète toujours ainsi. Et on peut notamment vérifier que dès que vous prenez une ligne, eh bien la somme des trois probabilités, obligatoirement, ça vous donne 1. On passe à la question 2 maintenant. On admet que T égale PD P-1 avec P et D les matrices suivantes. Donc là, évidemment, la matrice que vous avez trouvée à la question précédente, eh bien, un jour de devoir, il faut prendre votre calculatrice et vérifier que si vous multipliez ces trois matrices, vous retrouvez bien ce que vous avez trouvé. Et maintenant, on doit montrer que pour tout n, T puissance n, c'est P D puissance n P-1. Donc ça, c'est une question vraiment très classique. Alors, dès que vous avez pour tout entier, on peut penser à faire une récurrence. Surtout que ici, vous avez une relation qui ressemble beaucoup avec simplement la valeur n égale 1. Regardez la relation qu'on a ici, c'est exactement t puissance 1 égale p d puissance 1 fois p-1. Donc ici, on doit montrer que c'est vrai pour tout entier naturel. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va vérifier déjà que c'est bien vrai au rang 0. Alors vérifions que ça marche, si on remplace n par 0 dans les deux membres. Donc on va regarder séparément pour voir si on a l'égalité, donc t puissance 0. Alors ça, il faut le savoir, quand vous avez une matrice à la puissance 0, par convention, ça donne la matrice identité. Je rappelle que la matrice identité, c'est tout simplement la matrice avec que des 1 sur la diagonale et des 0
ailleurs. Donc ici, je travaille avec une matrice d'ordre 3, donc j'obtiens la matrice identité d'ordre 3. Et si je calcule de l'autre côté maintenant en mettant D à la puissance 0, donc PD puissance 0 fois P-1, et bien comme tout à l'heure, D puissance 0, ça fait la matrice identité, et vous savez que multiplié par la matrice identité, ça ne sert à rien, ça ne change pas le résultat. Donc ici, P fois la matrice identité, ça va nous redonner la matrice P, et ensuite j'arrive sur P fois P-1, et bien une matrice multipliée par son inverse, et bien ça donne la matrice identité. Donc on a bien T puissance 0 qui est égal à P fois D puissance 0 fois P-1. Donc si n égale 0, on a bien notre formule, notre égalité qui est vraie, et j'ai mis la justification ici. Et maintenant, on va essayer de démontrer que, eh bien, si on obtient une formule vraie comme ça au rang n, eh bien, elle va être également vraie au rang n plus 1. Donc on écrit soit n un entier quelconque, supposons que t puissance n égale p d puissance n p-1, et montrons que t puissance n plus 1 égale p d à la puissance n plus 1 fois p-1. Alors pour démontrer cette égalité, plusieurs méthodes. Moi je vais partir ici de la gauche et je vais essayer d'arriver sur le membre de droite. Donc allons-y, t puissance n plus 1. Évidemment, pour démontrer cette formule, je vais devoir utiliser mon hypothèse de récurrence qui est cette égalité-là. Et pour faire apparaître du t puissance n, c'est très classique, t à la puissance n plus 1, je peux dire que c'est t à la puissance n fois t. Et maintenant, t à la puissance n, je vais pouvoir remplacer par, grâce à mon hypothèse de récurrence, par p fois d à la puissance n fois p-1. Et comme je veux obtenir ceci, je vais remplacer t, c'est l'hypothèse qui est faite au début de l'exercice, par p d p-1. Alors, comment avancer le calcul? Alors, vous savez que lorsqu'on multiplie des matrices, on n'a pas le droit de changer l'ordre des matrices. Par contre, on peut commencer par faire les produits entre guillemets, dans l'ordre que je veux. C'est-à-dire, je peux commencer par faire d puissance n fois p-1, ou p-1 fois p, ou p fois d. Il faut toujours prendre deux matrices côte à côte. Et donc, ce qui est intéressant, là, c'est de commencer par faire le produit p-1 fois p. Pourquoi? Comme tout à l'heure, ça va donner l'identité. Et multiplié par l'identité, ça ne va rien changer. Donc ici, je peux dire que ça fait p fois d puissance n fois l'identité, ça ne sert à rien, fois, à nouveau, donc d fois p-1. Et encore une fois, je peux multiplier deux matrices côte à côte, et d puissance n fois d, ça fait d à la puissance n plus 1 fois p-1, et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc ici, on a démontré que notre propriété, là, elle était héréditaire. Si elle est vraie pour un certain entier n, elle est vraie le rang d'après. Donc, je peux conclure, par récurrence, pour tout entier n, t puissance n égale p d puissance n p-1. Alors, une remarque avant de passer à la question suivante, on voit beaucoup d'élèves qui vont faire une erreur classique. Ils vont avoir t égale p d p-1, et comme il y a du t puissance n ici, ils ont envie de mettre à la puissance n des deux côtés. Alors on peut mettre à la puissance n des deux côtés, sauf que ici vous êtes bloqué pour faire avancer votre calcul. Pourquoi? Eh bien pour les matrices, par exemple, quand vous avez la matrice AB au carré, c'est pas pareil que A carré fois B carré. AB au carré, c'est AB fois AB, et vous n'avez pas le droit de permuter les deux matrices pour faire A fois A ou B fois B. Encore une fois, vous avez le droit de multiplier ces deux matrices-là, de multiplier ces deux matrices-là ou celle-ci, mais vous n'avez pas le droit de permuter l'ordre. Donc là, la puissance n, je ne peux pas la mettre ici, ici ou ici. Ça, c'est complètement faux. Donc vérifiez bien ici que vous avez procédé correctement. Ça, c'est une démonstration très classique qu'il faut savoir faire. Question 2b maintenant, donner sans justification les coefficients de la matrice d puissance n. Alors calculer une matrice à une puissance n, c'est un problème difficile, sauf si votre matrice elle est comme la matrice D, c'est-à-dire une matrice diagonale. Qu'est-ce que c'est une matrice diagonale? C'est une matrice dans laquelle tous les coefficients sont des zéros, sauf éventuellement ceux qui sont sur la diagonale, alors pas n'importe quelle diagonale, la diagonale ici en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer d puissance n? Il suffit de mettre tous les coefficients de la diagonale à la puissance n. Donc, encore une fois, ça, c'est une technique qui marche que pour les matrices diagonales. Pour vous en convaincre, je vous invite à calculer d au carré, d au cube, d puissance 4, etc. Vous allez vite comprendre ce qui se passe. Donc, ça, c'est un résultat important qu'il faut connaître. Donc, d puissance n, c'est 1 puissance n, c'est-à-dire 1, 0,6 à la puissance n ici, 0,56 à la puissance
n, et partout ailleurs, des 0. Alors maintenant, une fois qu'on connaît d puissance n, eh bien, on peut calculer t à la puissance n en faisant p fois d puissance n fois p-1. P-1, on peut la trouver par exemple en utilisant la calculatrice. Et donc là, il y a un gros calcul à faire. Alors dans l'exercice, on ne vous fait pas faire ce calcul. On va simplement ici vous donner des informations concernant le résultat de t puissance n. Donc t puissance n, c'est une matrice 3, 3 toujours, et les coefficients de la première ligne, on les appelle alpha n, bêta n et gamma n, et on admet ici que si on faisait le calcul, on obtiendrait ces expressions-là. Donc question 3, on rappelle que pour tout entier naturel n, xn égale x0 fois t puissance n. Alors ça c'est une relation pareil, très classique. Xn plus 1, c'est xn fois t. Donc si on part du début, x1, on sait que c'est x0 fois t. Mais x2, donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est x1 fois t toujours en appliquant cette relation. Mais si vous remplacez x1 par x0 ici fois t, vous obtenez que x2 c'est x0 fois t et encore fois t ici. Et comme on peut commencer par faire ce calcul-là, on obtient x0 fois t au carré. Et etc. Si on applique ce même raisonnement, si on veut une démonstration propre de faire une petite récurrence, on obtient bien que pour passer de x0 à xn, on va multiplier n fois par la matrice t, toujours à droite, il faut faire bien attention. Donc au petit a, on veut trouver an, bn en fonction des coefficients alpha n et bêta n. Alors an et bn, ce sont les deux premiers coefficients de la matrice xn. Et la matrice xn s'obtient en faisant x0 fois t puissance n. Donc on va faire ce produit x0 fois la matrice t puissance n. Donc allons-y, ici on a t puissance n. Alors on ne connaît pas tous les coefficients, mais c'est pas très grave a priori. x0, on l'a calculé tout à l'heure, c'est la matrice ligne 1, 0, 0, puisque au départ, je vous rappelle qu'on est sûr d'être sur le sommet A, donc la proba d'être sur le A, elle est de 1, et les autres 0, et donc allons-y. Alors pour obtenir AN, on va multiplier cette ligne par cette colonne, et vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 fois alpha n, plus 0 fois un coefficient qu'on ne connaît pas, plus 0 fois un coefficient qu'on ne connaît pas. Mais évidemment, 0 fois n'importe quoi, ça va faire 0. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste une fois alpha n pour AN. Donc AN égale alpha n. Même chose pour BN. BN, on l'obtient en multipliant cette ligne par cette colonne. Donc ça fait une fois BN plus 0 fois ce coef, plus 0 fois ce coef. Donc BN, encore une fois, est égal à bêta n. De même, on aurait Cn qui est égal à gamma n, mais on ne connaît pas gamma n. Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que Xn, c'est une matrice d'état probabiliste. C'est la proba ici pour chaque coefficient d'être dans l'état A, dans l'état B ou dans l'état C après n étapes. Forcément, la somme des trois coefficients, elle vaut 1. Donc Cn, pour l'obtenir, il suffit de faire 1 moins les deux autres coefficients. Donc 1 moins, par exemple, alpha n moins bêta n. Alors on ne va pas écrire l'expression, là l'expression elle est un petit peu compliquée, mais on sait qu'on peut trouver Cn en faisant 1 moins alpha n moins bêta n. On passe à la question 3b, déterminer les limites des suites AN, BN et CN. Alors AN, on a vu que c'était pareil que alpha n. Donc il suffit de prendre la limite lorsque n tend vers l'infini. Ici, on s'aperçoit qu'on a un 0,6 à la puissance n. Et 0,6 à la puissance n, ce 0,6 là, il est plus petit que 1 en valeur absolue. Il est compris entre moins 1 et 1. Donc on sait que 0,6 à la puissance n, ça va tendre vers 0. Et donc 7 dixièmes fois 0, 0. Et donc la limite, il nous reste tout simplement 3 dixièmes. Donc sur la copie, c'est important de faire apparaître cette limite avec cette justification, c'est le point important. Donc limite de n, 3 dixièmes. On passe à la limite de bn, mais bn c'est pareil que bêta n, et donc dans bêta n, on regarde le numérateur, parce que le dénominateur il ne bouge pas, et là encore une fois, on a un 0,6 puissance n. Donc tout ça, ça va tendre vers 0. Donc ce produit-là, il va tendre vers 0. Et on a un 0,56 puissance n, donc ça va tendre vers 0. Donc ce produit-là, il va aussi tendre vers 0, donc il va rester que 37 sur 110. Donc j'ai rédigé ici de la même façon, et pour la limite de Cn, eh bien on regarde, Cn c'est 1 moins alpha n moins bêta n, eh bien on connaît la limite de alpha n c'est pareil que An ça tend vers 3 dixièmes, donc quand n tend vers l'infini, Cn tend vers 1, moins 3 dixièmes, moins, et pour bêta n, on l'a vu, c'est 37 sur 110. On fait le calcul 1 moins 3 dixièmes moins 37 sur 110, ça fait 4 onzièmes. Et du coup, on peut facilement répondre à la dernière question. Sur quel sommet a-t-on le plus de chances de se retrouver après un grand nombre d'étapes? Eh bien, AN, c'est la proba d'être sur le sommet A. BN, c'est la proba
d'être sur le sommet B, et Cn, c'est la proba d'être sur le sommet grand C. Donc, eh bien, quand n tend vers l'infini, il suffit de comparer ici les limites, puisque an, bn et cn vont se rapprocher de ces trois nombres. Et donc, quel est le plus grand nombre parmi ces trois? Eh bien, c'est 4 sur 11. Donc, la plus grande proba correspond au sommet C. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura permis de bien réviser les marches aléatoires. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.